sommes-nous sur le point d'assister à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas? C'est quelque chose qu'on voit actuellement pas mal dans la presse internationale. On parle de potentiel cessez-le-feu après une guerre affreuse qui dure maintenant depuis le 7 octobre, après que l'organisation du Hamas, donc une organisation islamiste, ait commis des attentats terroristes contre la population civile israélienne qui a fait plus de 1000 morts, et après que Israël ait bombardé la bande de Gaza depuis maintenant le 7 octobre, avec des pertes qui s'élèveraient, selon le ministère de la Santé de Gaza, à plus de 45 000 morts, et après que Netanyahou, le Premier ministre israélien, ait reçu un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, pour ces crimes commis contre les populations palestiniennes à Gaza. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, au travers de différents canaux diplomatiques, notamment au travers du Qatar et de la Turquie, il se pourrait que Israël et le Hamas décident finalement de négocier afin de mettre fin à la guerre. Mais il n'empêche que c'est bien plus compliqué que ça et beaucoup de points d'achoppement sont à prendre en compte pour arriver peut-être potentiellement à un moment ou à un autre à un cessez-le-feu. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche et si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner. Donc la première pierre d'achoppement est tout simplement sur la définition de ce cessez-le-feu. D'un côté, le Hamas, très affaibli à cause de cette guerre, veut absolument mettre un terme à la guerre, mais de l'autre, Benjamin Netanyahou, comme il l'a dit dans un interview donné au Wall Street Journal, a dit vouloir avoir un cessez-le-feu d'une quinzaine, vingtaine, trentaine de jours, mais en aucun cas la fin de la guerre, et a réitéré au journal Wall Street le fait de vouloir complètement éradiquer le Hamas en disant qu'on ne peut en aucun cas laisser l'entité terroriste du Hamas à moins de 30 km de Tel Aviv. Deuxièmement, la question qui se pose, c'est la question encore une fois des otages. Plus de 250 otages ont été capturés par le Hamas lors des attentats du 7 octobre. De nombreux otages ont été libérés depuis le 7 octobre, mais toujours aujourd'hui, on estime qu'une centaine d'otages israéliens seraient toujours actuellement à Gaza, avec une estimation plus ou moins de 30% qui seraient morts. Et de l'autre, le Hamas voudrait, en échange justement de libération de ces otages, la libération de centaines de prisonniers politiques palestiniens, notamment Marwan Barghouti, qui est un leader palestinien qui est actuellement condamné à perpétuité dans une prison israélienne et qui pourrait en fait être le remplaçant, le successeur de Mahmoud Abbas. Mais encore une fois, Netanyahou a affirmé et réaffirmé le fait qu'il ne libérait en aucun cas Marwan Barghouti, qui s'est rendu coupable, selon la justice israélienne, d'attentats contre des populations israéliennes lors de la seconde intifada. Et le troisième point d'achoppement est tout simplement le futur des troupes israéliennes à Gaza. Le Hamas réclame le retrait des troupes israéliennes de Gaza, mais Israël veut absolument garder une présence militaire à Gaza, notamment dans ce qu'on appelle le couloir de Philadelphie, qui est un petit couloir qui, grosso modo, longe la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, et qui a pour objet en fait de laisser Israël le contrôle des flux d'importation en provenance de l'Égypte, étant donné que Israël accuse le Hamas de faire passer des armes et de l'équipement via justement des tunnels entre l'Égypte et la bande de Gaza. Et c'est pour ça que Israël veut garder absolument une présence militaire dans la bande de Philadelphie. Donc là, c'est un peu plus ou moins les points d'achoppement qu'on a entre les deux entités. Sauf que Israël est plus ou moins en position de force, mais en même temps a un malus, et on va justement essayer d'expliquer ça maintenant. Israël est en position de force parce que le Hamas est plus ou moins réduit presque à néant. Il se bat toujours dans quelques poches, mais c'est plus de la guérilla. Mais dans les faits, le potentiel militaire du Hamas a plus ou moins été éradiqué lors de la guerre que Israël a menée dans la bande de Gaza, avec des bombardements punitifs, on peut les appeler comme ça, des bombardements qui ont fait des milliers de morts civiles, qui étaient justifiés par Israël pour justement lutter contre le Hamas. Ce qui a valu d'ailleurs, comme on l'a dit au début de cette vidéo, à Netanyahou d'avoir un mandat d'arrêt, ce qui n'est pas rien, de la Cour pénale internationale. Mais il n'empêche que le résultat, c'est que le Hamas est profondément affaibli militairement. Aussi, le Hamas est profondément affaibli politiquement, parce que il y a énormément de critiques dans la société gazaoui qui vit un cauchemar et un enfer depuis le 7 octobre, qui est tellement affaibli, a tellement souffert des bombardements israéliens, dont certains d'ailleurs, selon un rapport d'Amnesty International, les a qualifiés de génocide, demandent à justement au Hamas de absolument arriver à un compromis, à un cessez-le-feu pour que cet enfer se termine pour eux. Aussi, il est important de prendre en compte que le Hamas, d'un point de vue financier, existait notamment grâce à l'impôt prélevé sur les populations gazaouis, mais depuis le 7 octobre, il n'y a plus d'activité économique à Gaza, étant donné que pratiquement, enfin, à 99,9%, les Gazaouis sont des personnes déplacées qui vivent dans des camps de réfugiés qui sont
toujours actuellement bombardé par l'aviation israélienne. Donc il y a cette maille aussi économique qui échappe au Hamas. Donc le Hamas est affaibli politiquement, économiquement et aussi affaibli tout simplement financièrement. Et il y a aussi la question des alliés du Hamas. Après justement euh, les débuts des opérations contre la bande de Gaza, Israël a aussi, il y a quelques mois, mené une guerre pour le coup justifiée aussi contre le Hezbollah, étant donné que le Hezbollah, qui rappelons-le, est une entité euh, proxy de l'Iran, même si les relations entre l'Iran et le Hezbollah sont quand même plus complexes, mais dans les faits, et selon d'ailleurs beaucoup de Libanais, le Hezbollah est considéré comme étant une armée d'occupation au Liban qui profite de leur assise aussi bien en Syrie, enfin avant en Syrie et au Liban, pour bombarder Israël, notamment le nord de Israël, donc la Galilée. Et depuis cette guerre, en fait, le Hezbollah a complètement aussi, dans les faits, été éradiqué, avec notamment Hassan Nasrallah, donc le leader historique du Hezbollah, qui a été tué il y a 2 mois par une frappe israélienne sur Beyrouth. Aussi, il est important de préciser par rapport à Gaza que d'un point de vue politique, ils sont aussi affaiblis parce que plus ou moins tout l'architecture politique et militaire du Hamas a été plus ou moins été éradiqué par Israël, avec notamment Haniyeh qui a été tué, Sinwar qui était le chef du Hamas qui a été tué aussi. Donc on se retrouve aussi sans véritable architecture militaire et politique du Hamas, et c'est aussi le cas pour le Hezbollah. Et du coup, le Hamas se retrouve complètement isolé parce que le Hezbollah a complètement été éradiqué en Syrie. Il n'y a plus de Hezbollah en Syrie, ce qui a mené d'ailleurs à la chute du régime de Bachar el-Assad, qui, rappelons-le, était notamment soutenu par le Hezbollah. Et c'est les troupes aguerries du Hezbollah qui permettaient à Assad, avec l'appui de l'aviation russe, de pouvoir maintenir le régime de Assad au pouvoir. Et aujourd'hui, donc, le Hezbollah a complètement disparu de Syrie, est complètement affaibli au Liban. Donc, le Hamas se retrouve aussi complètement isolé diplomatiquement, avec aussi des pressions qui sont faites par les pays du Golfe pour arriver à un cessez-le-feu. Donc, c'est bien évidemment Israël qui se retrouve dans une position de force pour pouvoir négocier. Mais Israël a aussi un malus, et les malus ne sont pas négligeables. Le premier malus, c'est la question économique. Israël, depuis maintenant plus d'un an, a maintenu énormément de réservistes. On était à 600 000 réservistes au début de la guerre. Donc ces réservistes, ce sont des gens qui travaillent activement dans la société israélienne, qui payent leurs impôts, qui du jour au lendemain sont mobilisés pour aller se battre à Gaza ou au Liban, du coup ne participent plus à la société israélienne, ne participent plus à l'économie israélienne, et en plus doivent être payés par l'armée israélienne avec leurs salaires qui doivent être maintenus par le gouvernement israélien, ce qui sur le long terme pose énormément de problèmes budgétaires pour Israël. Donc Israël ne peut en aucun cas maintenir autant de réservistes sur le pied de guerre pour simplement maintenir son économie. Le deuxième malus, c'est bien sûr la pression internationale. Si Netanyahou a fait fi de la pression internationale maintenant depuis plus d'un an, il est important de préciser que Israël s'est peu à peu isolé sur la scène internationale, a toujours bien sûr le soutien de l'Occident, le soutien des États-Unis, mais il n'empêche, notamment comme on l'a vu avec la crise diplomatique qu'il y a eu récemment avec l'Irlande, s'isole profondément du reste du monde, et aussi avec simplement le mandat d'arrêt, qui est quand même très symbolique. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il y a Poutine, il y a Assad, et il y a maintenant Netanyahou. Donc c'est quand même d'un point de vue soft power, quelque chose qui fait énormément de mal à Israël. Et enfin, le troisième malus, c'est tout simplement le fait que Donald Trump va bientôt arriver à la Maison-Blanche en janvier, et ce dernier a promis la fin de toute hostilité à Gaza et aussi au Liban. Bon, maintenant le Liban c'est plus ou moins terminé vu qu'il y a eu un cessez-le-feu, et il se pourrait que Netanyahou soit pressurisé par Trump pour arriver à un compromis. Donc tout ça participe à prochainement, très probablement, des négociations entre Israël et le Hamas, mais il n'empêche que Israël a la mainmise sur ces négociations, que le Hamas est pratiquement éradiqué, mais que Israël aussi de son côté, pressurisé par les États-Unis, pressurisé par son économie et pressurisé par la pression internationale, va devoir commencer des négociations, et le Hamas le sait, et le Hamas risque justement de garder ce niveau de volonté et ce niveau d'exigence pour les négociations, en sachant pertinemment qu'à un moment ou à un autre, Israël va devoir aussi de son côté faire des concessions et accepter certaines d'entre elles, comme par exemple la libération de certains prisonniers politiques, ou peut-être le retrait d'Israël de certaines poches de Gaza. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre un like et laisser des commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.